Chers auditeurs et auditrices, vous écoutez bien Cinéphile de notre temps, le podcast qui dresse le portrait des cinéphiles travaillant dans le milieu du cinéma. Avant de commencer, nous voudrions remercier nos Patreons qui nous soutiennent financièrement et nous permettent de faire notre travail en toute indépendance. Un grand merci donc à Paul, Clara, Guillaume, Bernard et Irène. Bonne écoute. Si nous devions choisir un mot pour définir le travail de notre invité, et peut-être aussi pour définir sa cinéphilie, nous choisirions le mot désir. Le désir de faire connaître un cinéma, le cinéma d'animation, et peut-être plus particulièrement encore le court-métrage d'animation, à un public bien plus large que celui des enfants. Le désir de montrer un cinéma fait par des artistes un peu à côté des larges autoroutes du cinéma français, c'est-à-dire les jeunes artistes sortis d'école ou sortis d'ailleurs, ainsi que des réalisateurs et des réalisatrices étrangères. Mais aussi et surtout, le désir de montrer le désir, qu'il soit sensuel, sexuel, alimentaire et bien d'autres choses encore. C'est un appétit parfois dévorant qui pousse toujours plus en avant notre invité dans son travail. Pour incarner ce désir, notre invité s'est associé il y a quelques années avec la société Miu Productions et en a développé toute la partie distribution. Aujourd'hui, c'est elle qui amène devant les yeux du public les pépites produites ou dénichées ici et là par Miu, et on ne peut que vous en conseiller le visionnage tant la beauté de ces films font du bien aux yeux. Bienvenue Luce Grosjean, on est très heureux et heureuse de vous recevoir aujourd'hui dans notre émission. Merci beaucoup pour cette invitation et merci beaucoup pour cette présentation. Alors comme c'est de coutume, on va commencer par une petite citation. J'aime l'animation parce que c'est un outil de narration très fort. L'image est malléable, elle peut presque remplacer les mots. Si tu décides de déchirer, d'écraser, d'étendre un corps à l'extrême, ça remplace une phrase, ça exprime une sensation. Je trouve ce principe génial. Ça crée une liberté et une nécessité de synthèse. Tu te libères des mots, des décors en trop, tu touches à l'essentiel. Une fois que tu y arrives, c'est hyper satisfaisant. C'est la grande force de ce médium qui est totalement sous-estimé. Et alors, c'est une citation de Céline Deveau, réalisatrice d'animation, au site formatcourt.com. Est-ce que ça te parle, toi, justement ? Je trouve que c'est très joli ce qu'elle dit parce que c'est... en fait, elle remet en image la sensation que procure l'animation. Et puis son travail est extrêmement intéressant. Le repas dominical, c'est vraiment un film qui a fait du bien à toute la communauté de l'animation puisque ça a permis de créer en fait un vrai pont entre l'animation, on va dire, traditionnelle, elle a cette technique de carte à gratter, et en même temps, elle avait quelque chose d'extrêmement branché dans son travail, avec la voix de Vincent McCain, et en même temps, il y avait vraiment quelque chose d'extrêmement séduisant dans son dessin, dans l'histoire qu'elle raconte, et ensuite, elle est passée à la prise de vue réelle, ou ce qu'on appelle chez nous le film de viande. Et donc, en fait, pour moi, elle est typiquement les personnes qui permettent de promouvoir à une plus grande échelle l'animation. Et on a besoin de personnes comme elle, et c'est très joli ce qu'elle en dit. On va commencer avec la première grande partie de notre émission, qui est le portrait. Et alors, pour commencer, on t'a posé une question qui est un geste violent au cinéma. Et alors là, tu nous as répondu par une violence qui existe à la fois dans le film et en dehors du film sur son tournage, parce que tu nous as parlé du dernier tango à Paris de Bernardo Bertolucci et plus particulièrement de la scène qui, à juste titre, fait polémique encore aujourd'hui. Oui, donc je vous avais évoqué la scène du beurre qui était pour moi très particulière parce que Bertolucci... je l'ai découvert à travers le film avec... c'est super parce que je commence ce podcast et j'oublie tous les noms d'artistes. C'est pas grave, t'inquiète pas. Donc avec Louis Garrel... Ah oui, The Dreamers. The Dreamers, Les Innocents.
Et pour moi, ça avait été un film qui m'avait vraiment mis dans un espèce d'univers érotique, séduisant, en même temps qui allait me travailler sur quelque chose d'extrêmement particulier, qui était cette espèce d'amour incestueux entre le frère et la sœur, le personnage de Pete au milieu, qui sait pas trop vraiment ce qu'il a envie et qu'est-ce qu'il fait là, mais en même temps il y est, ce moment arrêté pendant les vacances. Et j'avais été extrêmement séduite par le film. En tout cas, j'aimais ce que ça me faisait ressentir. Et il y avait ce film, Le Dernier Tango à Paris, où j'espérais en fait ressentir ces émotions érotiques que j'avais ressenties dans ce premier film. Et quand je l'ai vu, ça m'a pas du tout posé à cet endroit-là. Et pour moi, c'était un film assez violent, avec des scènes assez jolies, mais vraiment, j'en gardais un souvenir assez mitigé. Et quand, plus tard, je me suis rendu compte qu'il y avait eu toutes ces polémiques autour du film et ce que disait Maria Schneider autour de cette séquence, j'étais là genre, en fait, ça se voit à l'écran. Et pour moi, ça m'a posé une question plus importante et globale, politique, en fait, autour du cinéma, où je me suis dit, mais en fait, pendant longtemps, j'ai cru que la violence d'un tournage pouvait faire le bon film. Parce que, juste pour recontextualiser, c'est donc une scène entre Marlon Brando et Maria Schneider qui vivent donc une relation extrêmement sulfureuse, et un jour Marlon Brando décide vraiment de sodomiser Maria Schneider avec du beurre, et l'actrice n'était pas prévenue. C'est vraiment un coup qui a été monté dans le dos de Maria Schneider entre Bertolucci et l'acteur en fait. C'est ça, c'est en fait ce qu'on voit à l'écran, c'est un viol. Et ce qu'on a sur le plateau, c'est une agression sexuelle. C'est un viol mimé sans que la réalisatrice soit consentante de cette expérience-là. Enfin, de ce qu'ils vont tourner. Et c'est évidemment, ça pose la question du consentement à tous les niveaux. Et la manière dont ça a été transmis quand même pendant des générations, c'était c'est une scène érotique. C'est une scène sur laquelle on fantasme. Et je me souviens de cette première émotion à laquelle je me posais beaucoup de questions sur qu'est-ce que j'avais ressenti à ce moment-là. Et puis tout d'un coup, j'avais eu l'impression de trouver une réponse sur en fait comment ça avait été mis en scène. Et je pense qu'à ce moment-là, en regardant cette scène, je nomme pas le viol. Je le vois, je comprends que c'est gênant. En même temps, ça doit être séduisant. Et donc, ça me met dans une place en tant que cinéphile, personne qui a envie de découvrir le sexe et qui a envie de l'aimer. Et en fait, je sais pas quoi faire de ça. Voilà. Et pour moi, c'est un geste violent au cinéma. Oui, et puis il y a aussi quelque chose que tu disais, tu avais vraiment envie de retrouver cette image érotique, qu'on l'a décrit comme une scène érotique, et en même temps, je pense que tu n'es pas la seule à ressentir ce malaise, et que donc il y a une espèce de lien qui se fait entre malaise et sexualité qui est quand même pas ouf. En tout cas, ça peut permettre d'avoir des grandes et des longues années de frustration sexuelle. En tout cas, voilà, je pense que ça m'a beaucoup posé de questions dans mes jeunes années, dans ma vingtaine, où je ne savais pas vraiment quoi en faire. Et aujourd'hui, je peux mettre des mots, et ça, c'est un plaisir. Oui, puis c'est une affaire qui est ressortie plusieurs fois. En fait, je crois que c'est une affaire qui est sortie au moment où Maria Schneider en a parlé la première fois dans les années 2000, puis après quand Bertolucci en a parlé à sa mort dans les années 2010, puis qui est ressorti après en 2016, je crois. Enfin, c'est vraiment... Et ça n'a pas fait polémique quand Maria en a parlé la première fois. Ça, je trouve ça vachement intéressant parce que ça rappelle en fait toute l'histoire de la libération de la parole qui... j'ai fait des guillemets en disant libération de la parole, parce qu'en fait, les gens ont toujours continué à parler de ce qu'ils pouvaient vivre sur les plateaux de tournage. Mais finalement, c'est rigolo que tu te donnes 2016. J'avais l'impression que c'était ressorti après 2017, après l'affaire MeToo. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment, elle n'est pas entendue. Lui en parle, et ce n'est pas écouté non plus. Et par contre, à un moment, quand on se rend compte que, en fait, toute l'industrie du cinéma et toute la société en général, eh bien, on se rend compte qu'il y a un problème. Et là, à ce moment-là, on peut en parler. Et là, à ce moment-là, on peut entendre. On l'entendait pas avant. Et alors, pour continuer sur ton portrait, on t'a posé en seconde question, si tu étais une couleur au cinéma, laquelle serais-tu ? Et là, tu nous as parlé du vert de Vertigo, que tu essayais par tous les moyens de retrouver dans tes vêtements. Alors moi, la question qui me taraude, c'est est-ce que tu as réussi à le trouver dans tes vêtements ? Oui,
j'ai beaucoup de robes vertes, mais j'ai jamais l'éclairage rouge qui permet de le faire ressortir et d'avoir cet esprit un peu fantasme. Enfin bon, et en plus, porter du vert en général dans des salles de cinéma, c'est un peu comme au théâtre. On sait pas trop si c'est bien ou si c'est mal aujourd'hui. En tout cas, j'ai des robes qui gravitent dans différents verts et j'espère évoquer ça. Et qu'est-ce qui représente pour toi ce vert de Vertigo ? Une forme de puissance et en même temps un côté presque impalpable. Je pense que ce que j'essaye de retrouver, c'est vraiment une couleur d'autrefois, quelque chose qu'on ne peut pas aligner à quelque chose et un peu magique qui permettrait en fait d'être dans un autre univers. Enfin, voilà, de pas peut-être de rester insaisissable. Peut-être que c'est ce qui m'intéresse. Que ce serait presque une couleur fictionnelle, enfin, si on peut dire. C'est ça. Peut-être que, ouais, dit comme ça renvoie à des choses qui me vont bien. En gros, Vertigo, c'est un des premiers films que j'ai étudié au cinéma. J'ai fait un lycée spécialisé en cinéma. Et donc, on avait 3 œuvres cinématographiques à étudier. Et donc, chaque année, il y avait une nouvelle œuvre qui rentrait au programme et on savait qu'on allait avoir une autre. Et c'était pas un des films qu'on avait au programme. Mais c'était celui des années supérieures qui l'avait. Et un de nos profs avait décidé de nous montrer plan par plan le film. Et on en parlait à chaque fois, à chaque fin de séquence. Et il fallait le décortiquer. Et c'était vraiment sur une horrible petite télé 4/3 avec... Enfin, vraiment à l'ancienne. Ça me rajeunit pas en disant ça. Je devais être en 2004. Je devais avoir 14-15 ans. Et en fait, je garde avec encore beaucoup d'émotion ces couleurs-là qui ne devaient pas du tout être les vraies. Et comme quoi, finalement, ce qui est important, c'est peut-être pas les images qu'on voit véritablement, mais peut-être le moment et la manière dont on les perçoit. Voilà. C'est très possible. Et c'est un film que tu revois encore, qui t'accompagne ou... Je crois que la dernière fois que je l'ai revu, c'était à Paris, dans une des salles de la rue Champollion. Et j'ai eu beaucoup de plaisir. Et je pense que ça devrait être un film que je revois chaque année. En tout cas, c'est comme une vieille amie qui me raconte une histoire et que je l'ai déjà entendue une dizaine de fois et à chaque fois j'ai du plaisir à la réentendre. Je pense, je sais plus qui disait ça, mais je crois qu'aujourd'hui notre cinématographie, elle peut pas être composée de tous les films qui sont sortis parce qu'il y en a trop, mais d'avoir ces films un peu doudous qui nous permettent de nous reposer en fait dans des belles images, dans des beaux univers. En tout cas, c'est presque un peu comme l'enfance et la psychothérapie ou la psychanalyse, c'est que à chaque fois on y revient et à chaque fois on y réapprend quelque chose et ça, pour moi, c'est vraiment le plaisir que j'ai eu à étudier le cinéma. C'est vraiment ces films-là. On m'a obligée à aller voir. Même les films que je détestais. Qui t'accompagnent dans tous les âges. Ouais. Et je peux les revoir et je peux continuer à les détester ou tout d'un coup, je peux avoir une nouvelle sensibilité. Voilà. Alors, on va passer d'un monument à un autre monument. Puisqu'ensuite, on t'a demandé si tu étais un corps au cinéma. Et tu nous as répondu par celui de Brigitte Bardot dans Le Mépris. Tu nous avais aussi dit que donc, le corps de Brigitte Bardot vraiment était offert, objectivé et qui tente en vain d'avoir une autre existence. Ouais, je pense que j'ai cherché autre chose. Et en fait, c'était toujours cette image-là qui était entêtante et que j'arrivais pas à me sortir. Enfin, à ce moment-là, c'était le corps qui me sautait aux yeux. Et je pense que là, c'est un peu la déformation professionnelle qui arrive, c'est-à-dire que aussi le fait de savoir que c'est une scène qui a été tournée a posteriori pour faire plaisir. La scène d'ouverture, donc. Ouais, la scène d'ouverture, oui, c'était peut-être pas clair comment je l'ai écrit, mais en effet, c'est la scène d'ouverture où elle est sur le lit, offerte, et qui se découpe comme un morceau de viande en demandant
à son compagnon s'il aime chacune de ces parties de son corps pour en fait espérer qu'il l'aime elle. Et je trouve ça... Enfin, je trouvais cette scène sublime et en même temps tragique, puisqu'évidemment tout le film est sur comment lui va essayer de l'échanger pour des raisons professionnelles. Et en même temps, elle prend toute la place visuellement à l'écran. Et cette scène a été tournée parce qu'en fait, elle n'apparaissait pas nue dans le film. Et donc, ce qui est vraiment passionnant pour moi, c'est de se dire, ça devient une scène d'anthologie alors que c'est pour des raisons de production. Et pendant longtemps, j'ai voulu faire de la production et je trouvais que cette espèce de tension financière et artistique était super passionnante. Je pense qu'elle est toujours passionnante, mais à d'autres endroits. Et pour moi, de se dire, voilà, cette scène d'anthologie, cette scène qui reste en tête, c'est un film de commande. Et voilà. Et elle change le film, je trouve, parce que si on n'avait pas cette scène de début, on n'aurait pas leur intimité, d'une certaine manière, je trouve. On n'aurait pas leur amour, en fait. Très clairement. Et en plus, en fait, lui se met dans une position de vulnérabilité qu'on a moins, en fait, on a plus d'empathie pour lui parce que cette scène, en fait. Enfin, en tout cas, on peut plus se mettre à sa place parce que cette scène. Bon nombre de films distribués par Miyu sont disponibles sur la chaîne YouTube de la société. Dans cette partie consacrée aux circonstances et conditions de visionnage, nous avons donc demandé à Luce si elle considérait Internet comme un espace propice à la découverte et au partage de l'animation. Moi, je regarde quasiment jamais d'écran chez moi en dehors du travail. Je déteste regarder des séries. Genre, je suis vraiment... Enfin, tout le monde me raconte la nouvelle série. Ah, j'ai vu Euphoria, c'est génial. Et moi, je suis là, genre... J'ai même pas envie d'ouvrir un écran pour regarder. Alors, j'ai un Vidéoproche. Mais en fait, si on me force pas à voir des films, moi, je crois que... Enfin, j'arrive pas à me concentrer sur un écran chez moi. Moi, j'aime le côté cérémonial, quasiment messe collective, de s'asseoir dans une salle et... de regarder ensemble des choses sur un écran, d'être englobé par le son et de ressentir en même temps que tout le monde des émotions. Si je suis toute seule chez moi, je crois que dans ce cas-là, j'aime lire un livre ou une bande dessinée ou passer des heures à scroller sur mon téléphone, sur les réseaux sociaux. J'arrive pas à me sortir de ça. Mais donc... Comme beaucoup de monde, malheureusement. je crois que c'est pas ma seule maladie. Mais sur Internet, faut que je me force à regarder des films, et c'est à ce moment-là où les courts-métrages sont évidemment plus simples à regarder. Mais en tout cas, pour moi, ce n'est pas un lieu de visionnage. Mais ça peut être un lieu de découverte, parce qu'après, on t'a demandé s'il y avait un film que tu avais découvert sur Internet, et tu nous as dit non. Mais enfin, tu as encore une fois contourné la question, tu nous as dit que par contre, ce que tu avais adoré faire sur Internet, c'était de suivre la campagne de Nikita Diacour, et tu avais adoré suivre sa campagne sur Kickstarter, pour son film Ugly. Donc est-ce que tu peux nous parler un peu de comment tu as découvert cet artiste et comment tu as suivi un peu la création justement de ce film-là ? Alors, c'était au tout début de ma carrière, en tant que distributrice. En fait, donc, mon travail, c'est de trouver des films, de les envoyer en festival, de les vendre à des chaînes de télévision, trouver d'autres manières de les présenter, mais surtout, et c'est ça qui m'excite le plus, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce que ça va être le film qui va faire date, ou en tout cas qui va apporter une autre vision du cinéma d'animation à une plus grande échelle. Et donc, il y a des endroits où on peut, on va dire, trouver des talents, ou en anglais, ils disent talent scouting. J'ai un peu du mal avec l'expression parce que je crois que je la comprends pas très bien. Mais en tout cas, il y a des endroits où on peut essayer de découvrir des artistes. Et à ce moment-là, c'était vraiment le début, enfin, c'était la grande époque du Kickstarter. Et donc, évidemment, il y avait tous les sites français, du type KissKissBankBank, il y avait Ulule. Et aux États-Unis, il y avait Kickstarter. Et donc moi, il y avait deux choses qui m'intéressaient dans ce travail-là. Il y avait évidemment le travail de marketing et de promotion, parce que en tant que distributrice, ça m'intéressait de voir comment il fonctionnait. Et aussi, ça me permettait de trouver des nouveaux films qui étaient en cours de fabrication.
Et quand j'ai vu le travail de Nikita, alors déjà, je pensais que c'était une femme. Donc pour moi, il y avait un truc extrêmement excitant parce que j'avais l'impression que visuellement, je n'avais jamais vu ce qu'il présentait à l'écran. Je travaillais beaucoup avec les écoles d'animation 3D à l'époque. Et je me disais, waouh, là, on a quelque chose que j'ai l'impression d'avoir jamais vu. Je comprenais, franchement, je crois que je comprends toujours pas très bien exactement comment il travaille, mais à ce moment-là, je regardais les images. Je voyais ces vidéos où lui, il expliquait comment... d'ailleurs, je comprenais pas que c'était lui puisque je pensais que c'était une femme. Je comprenais pas exactement comment il animait, mais tout ce que je voyais était drôle, malin, et je me disais, waouh, ça va être génial. Et je me souviens que je lui ai envoyé un message pour lui dire que j'étais intéressée pour la distribution. J'ai pas relancé, j'ai oublié. Et puis un jour, j'ai vu le film à l'écran. Et là, je me suis pris une énorme claque. Je me suis dit, waouh. Tout cette espèce d'univers dans lequel je m'étais un peu lovée, plongée et essayé de savoir ce qui allait en sortir. Est-ce que tu peux un petit peu décrire à quoi ressemble cet univers ? Oui. C'est très particulier. En gros, c'est une personne qui utilise l'animation 3D, non pas pour son réalisme ou sa fluidité, mais pour tous ses bugs, et l'utilise en animation de manière différente. Donc, par exemple, au lieu d'animer un personnage qui marche, il va utiliser alors je comprends rien au logiciel, mais disons dans son logiciel de 3D, un énorme ventilateur qui va souffler la personne très très fort pour la faire avancer. Et donc là, on y voit ce qui se passe. Et donc souvent, ça va tomber dans le décor et ça va faire tomber tout le décor. C'est très moche. C'est très drôle. Ouais, c'est très très drôle. Et en fait, vraiment, les backgrounds, c'est genre les pires univers de ton ordinateur qui peut te proposer comme écran de veille ou ce genre de choses. Enfin, il y avait vraiment une recherche du moche. Et c'est pour ça que le film s'appelle Ugly. Et mais il y a quand même une histoire dans le film. C'est l'histoire d'un chat très très moche, qui est vraiment hideux, et qui va essayer de trouver sa place dans le monde. Et je me rappelle plus vraiment très très bien, mais à un moment il trouve un ami indien. Alors ça a été très mal reçu aux États-Unis et en Amérique du Nord en général, mais c'est quand même un peu rigolo. Et donc c'est comment leur relation va se construire. Il y a un truc un peu cosmo qui se passe. Enfin, c'est à découvrir, c'est en ligne gratuitement sur YouTube. N'hésitez pas à suivre la page de Nikita parce qu'il met tous ses accidents de parcours. Et c'est vraiment passionnant et jouissif. En fait, je pense que ça ressemble plus à mon monde que n'importe quel film de Pixar, où tout est parfait, où tout est lisse, quoi. C'est vraiment le truc qui se casse la gueule. Et en fait... Ça ressemble vraiment à tout cet univers glitch qu'on a aussi vu apparaître sur Internet. Enfin, ça joue sur ces erreurs-là et en fait qu'on commence à être habitué en fait à cet autre univers de la 3D là où on construit les images, tout le monde a déjà vu des plans Autodesk et tout ça, donc on comprend en fait ce qui se passait à l'écran et en même temps ça produit une forme de beauté et pour moi d'avoir suivi la campagne de Kickstarter et d'avoir pas compris ce que je voyais et ensuite de voir la narration avec l'histoire, ça m'a permis d'avoir une autre expérience cinématographique parce qu'en fait j'étais exaltée dès le début de voir enfin ça et ça répondait à mes attentes, j'étais pas déçue et ça c'était excitant. Je crois que c'est pour ça que j'aime bien le marketing. Oui, t'as dit que ça répondait à la partie geek de l'animation, j'aimais bien cette expression-là. Je m'amusais après à aller dans les écoles d'animation justement de 3D. Et à la fin, je leur montrais toujours, parce qu'ils travaillent des heures pour sortir des plans magnifiques de particules qui tombent d'eau et tout. Et à la fin, je leur disais, bon, donc, qu'est-ce qu'un film qui fonctionne en festival ? Et je montrais, non pas Ugly parce qu'il est un peu long, mais Fest, qui dure plutôt 4 minutes, où c'est que tous ces accidents. Et la plupart du temps, ils sortaient un petit peu dépités parce que, eux, ils sont vraiment chiés à sortir ils s'ennuient beaucoup à sortir des belles images. Pour trouver du boulot, hein, il y a une vraie raison derrière d'employabilité, mais derrière, c'est Fest qui va faire 150 000 festivals et moi j'aime bien cette petite injustice. Après, c'est vraiment du travail, hein, c'est pas, il rend pas copie blanche en disant qu'est-ce que c'est la prise de risque, c'est ça ou oui. Voilà, il y a un gros travail derrière et il y a un sens du timing, un sens du rythme qui est super importante, mais voilà, ça me fait beaucoup rire.
Et on t'a demandé un peu, à contrario, si tu avais un court-métrage d'animation à conseiller à voir en salle. Et là, tu nous as parlé de La Chute de Boris Labbé. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce film qui est pareil aussi très cosmogonique et qui est aussi un peu une prouesse d'animation? Qu'est-ce que ça veut dire, cosmogonie? Pour moi, ça veut dire qu'il essaye de représenter la vie, le monde du début à la fin. Ok. Qui est quand même... c'est pas rien comme mission qu'on se donne pour faire un film. Je retiendrai le mot. Je pourrais essayer de... Enfin, je pense qu'il m'a déjà manqué. En fait, La Chute, pour moi... Je sais pas si j'ai déjà lu des textes dessus, mais pour moi, c'était l'enfer de Bosch et des représentations, en fait, c'est toujours des boucles animées faites en peinture, alors si je me trompe pas, c'est de l'aquarelle, sur du papier, qui va boucler, et petit à petit qui va changer, et on va basculer d'un univers à un autre. Et tout ça apporté sur des échelles extrêmement grandes, mais avec tellement de finesse dans le dessin. Et en fait, c'est vraiment la démultiplication de l'œuvre, le changement qui va créer une forme de temporalité. Et l'expérience, elle est purement sensorielle, mais je pense qu'il faut le regarder comme un tableau de Bosch. C'est-à-dire que il y a des choses qu'on va pouvoir saisir, on va pouvoir comprendre des formes, on va pouvoir imaginer qu'est-ce qu'ils sont en train de souffrir. Mais faut pas aller chercher de la narration, évidemment, on est plutôt dans une œuvre expérimentale. Et en fait, c'est l'enveloppement de l'œuvre qui va permettre en fait la sensation d'exister de manière purement cinématographique. Enfin, l'émotion apparaît au bout de 4, 5, 6 minutes où voilà, on a l'impression que on va jamais en ressortir, et en même temps on bascule toujours dans des petites nuances de choses différentes, et on peut passer dans le pur enfer, et c'est génial. Oui, on tombe dans une espèce d'enfer, quoi. Et avec la musique qui monte et qui est là, toujours pareil, lancinante, c'est fort. Enfin, et j'imagine que dans une salle, c'est encore plus fort. Ouais, je ne sais même pas comment... Tu l'as donc regardé sur un ordinateur? Malheureusement. Oui, mais j'avais pas eu de salle à proximité. La première fois qu'on est dans un festival et qu'on voit le film, souvent les gens le mettent à la fin parce qu'il est tellement dense que tu peux pas commencer ton programme avec. Et donc, on a déjà passé beaucoup d'univers et tout d'un coup, on se prend ça en plein visage. Et c'est merveilleux. Enfin, pour moi, c'est... On peut le regarder. Et puis, moi, j'avais eu la chance de voir certains des dessins extraits du film, et c'est tellement de finesse et ça prend tellement tout son sens quand c'est animé, et en même temps, on se rend compte de quelle délicatesse il faut pour arriver à ça. Et moi, je me demandais aussi parce que j'avais l'impression que c'était un plan séquence de 15 minutes, où dans le sens que la caméra ne coupe jamais. C'est vraiment, il passe d'un univers à l'autre comme ça, tout doucement, et j'avais l'impression que ça ne coupait jamais. Alors, moi, je suis pas technicienne, mais ce que j'imagine, c'est que dans tous les cas, il doit scanner ses images. Il a peut-être une idée de où il va. Je ne sais pas, je n'ai pas vu son animatique, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que en animation, tu peux faire ça à l'infini. Il y a beaucoup de plans séquences en animation. Le passage d'un univers à un autre, c'est cool. Luce Grosjean a plusieurs fois affirmé son engagement féministe, tant dans ses prises de parole que dans les films qu'elle défend au sein de la société MIU. Nous lui avons demandé si, aussi loin qu'elle se souvienne, il existait un film charnière à l'origine de son engagement. Plutôt que de nous parler d'un film, elle nous a parlé d'images absentes, de son imaginaire et de sa jeune cinéphilie. Donc moi, je crée ma société. Je me rends compte que c'est difficile pour moi de produire et d'exister parce que
évidemment personne ne m'attend sur le marché et qu'il y a déjà beaucoup de compétition et que on va faire plus facilement confiance à des jeunes hommes ou un petit peu plus vieux que moi parce que, je sais pas, ils présentent mieux ou juste parce que ce sont des hommes. Donc là, je pense que je l'intellectualise pas trop. Et en même temps, à peu près au même moment, il y a une personne qui m'offre 50 Shades of Grey en anglais, que je lis. Et je me rends compte que, en fait, ça me va pas du tout comme narration. Et là, je commence à essayer de construire une autre forme d'imaginaire autour de l'érotisme. Et je me rends compte qu'il n'y a pas de proposition qui m'intéresse. Il y a un peu de pornographie féministe, mais déjà chère et difficilement accessible pour la jeune entrepreneuse que je suis à ce moment-là. Et en même temps, je me souviens que mes premiers émois sexuels sont autour de la bande dessinée. Et donc, je me dis, je crois que j'aime pas trop justement les corps à l'écran, la viande, tout ça. Et je me dis, je vais... en plus, je fais de l'animation déjà à ce moment-là. Je me dis, je vais chercher des choses érotiques faites par des femmes en dessin. Parce qu'en animation, je me pose même pas la question. Et donc, je crée un blog à ce moment-là, un spot blog. Un blogspot. Blogspot. Qui s'appelle Sex by Girls. Je fais même une page Facebook et là je récupère tous les dessins que je trouve autour de moi, de films de dessinatrices érotiques et tout. Ça commence à me permettre d'avoir une espèce de collection de dessins, donc ça doit être 2015. Et en 2016, avec une amie qui vivait à Annecy et qui était une des premières personnes qui s'occupait de la communication de la boîte, on décide de faire un concours qui s'appelle Coquillages et crustacés, qui sont un concours de dessin érotique pour des femmes au Festival d'Annecy. Et on fait ça dans un bar juste en face de Bonlieu. Et vraiment, on est déjà à ce moment-là, je crois que c'est 2016, Annecy 2016, on est en train de se poser la question de pourquoi les femmes n'arrivent pas à dessiner des vulves alors que tout le monde, et les hommes aussi, pourquoi tout le monde c'est faire une bite, ouais. Et donc voilà, c'était un peu de s'amuser avec ça. On avait mis en place des cadeaux et tout. Et le concours se passe plutôt bien. J'ai eu plein de personnes ultra talentueuses qui ont fait des choses très chouettes. Et en fait, petit à petit, il y a quand même des œuvres qui commencent à exister, que je commence à un peu collectionner en fait. C'est ça qui me passionne aussi dans la distribution, c'est que les films sont finis. Et donc, je peux aller les récupérer et tout ça. Et donc, c'est un peu construit petit à petit des imaginaires. Et puis, petit à petit, ce n'était moins une question, et il y avait de plus en plus de désirs à l'écran fait par des femmes, mais j'ai dû passer par un moment de recherche et de manque. Et alors, est-ce qu'il existe quand même, à cette même période, un film un peu à la source de cet imaginaire aussi, auquel tu pourrais penser là maintenant tout de suite ou... Maintenant, rétrospectivement, je dirais que il y a le travail de Signe Bowman qui a fait toute une série qui s'appelle Tidbits of Sex, qui est vraiment très très drôle et qu'on peut découvrir sur les 4 premiers épisodes sur Vimeo, qui est vraiment très très chouette. Et Signe, c'est une réalisatrice qui aujourd'hui vit à New York, mais qui est originaire de l'Europe du Nord, je ne sais plus d'où, et qui a vraiment beaucoup travaillé sur sa sexualité de manière très libre et très fun. Et c'est assez jouissif de voir ça. Ça doit dater des années 2000, avec un style d'animation maintenant qui est peut-être un peu vieillissant, mais je pense qu'aujourd'hui, ouais, peut-être que j'aurais dû chercher dans ces biais-là. Enfin, je pense qu'il y a des personnes qui ont fait ce travail de ressortir ces films-là. Il y a eu entre autres toute une collection de films qui a été mis en avant par une programmatrice polonaise qu'elle a appelée Her Story, qui est en fait l'histoire des animatrices autour de la sexualité et des films plutôt en général sur qu'est-ce que c'est que d'être une femme présentée en animation. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas encore ce défrichage. D'accord. Alors, j'ai pas répondu à la question, désolé. Si, complètement. Et alors là, on va passer de ta mémoire à ton sommeil. Et on t'a demandé un film qui t'avait empêché de dormir. Tu nous as répondu par Sixième Sens de Night Shyamalan. Ouais. Un traumatisme.
j'adorais les histoires. J'ai lu tout Chair de poule quand j'avais 10 ans. Et je suis de 88, hein, je sais pas quels sont vos J'ai lu âges. aussi. Je sais pas pour toi. Je crois pas, je me souviens plus, mais... En tout cas, j'ai lu Chair de poule aussi. Et t'es plus jeune que moi. Oui. En tout cas, voilà, je me souviens très bien du premier Chair de poule que j'ai reçu. C'était celui avec... c'était Le garçon d'à côté. Et qui est un peu, en fait, le même type d'histoire donc que Sixième Sens. Et j'avais adoré, j'avais lu des centaines et des centaines de livres d'horreur. Je lisais des trucs de plus en plus pour les plus vieux. Ça m'empêchait de dormir et tout ça. Mais il y a un moment où, à mes 11 ans, Sixième Sens sort au cinéma. Mes parents l'avaient vu. Et j'ai 11 ans, c'est interdit au moins de 12. Et donc, j'insiste pour aller le voir parce que je sens que c'est le truc qu'il faut que j'aille voir et tout ça. Je crois que c'est le premier film où j'insiste autant pour aller au cinéma. Ma mère m'amène. Évidemment, là, quand il me demande ma carte d'identité, elle dit non, mais vous croyez que je vais envoyer ma fille voir des choses interdites aux moins de 12 ans Elle a 12 ans et tout, elle est tout à fait responsable. Et j'ai adoré à quel point ça m'a tétanisée, quoi. Et ensuite, pendant, je pense vraiment 3 semaines, je m'endormais à l'intérieur de ma housse de couette parce que j'avais trop peur qu'il y ait un fantôme qui m'attrape les pieds. Je crois que le pire, c'est le fantôme, la petite fille qui vomit dans la tente. Oh là 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 là, c'était vraiment l'angoisse, quoi. J'ai adoré. Mais c'est marrant que tu fasses l'analogie avec Chair de poule parce que Night Shyamalan, il se considère un petit peu comme un conteur aussi, qui vraiment aime raconter ce genre d'histoire pour se faire peur, mais pas que en fait. Enfin, c'est assez rigolo que tu commences par là. Ouais, en fait, c'est vraiment une période où j'adorais ça. Maintenant, j'ai un peu plus de mal avec les films d'horreur, mais j'ai vraiment adoré en lire et c'est pour ça qu'il y avait cette espèce d'appétence. Je pense que ça devait être à peu près au même moment. Et donc il y avait un peu ce moment de j'adorais les choses qui me faisaient peur, quoi. Et j'adorais ne pas dormir. Tu l'as revu depuis ? En fait, j'ai eu une cassette vidéo parce que je pense que l'été qui a succédé, on était partis avec mes parents aux États-Unis et j'ai voulu acheter la cassette vidéo de Sixième Sens. Et en plus, à la fin, il y avait un making-of. Je ne pouvais pas très bien parler en anglais à ce moment-là. Mais il était donc purement en anglais, et à la fin, il y avait le making-of, et c'est vraiment le making-of qui m'a donné envie de faire du cinéma. C'est-à-dire, ou peut-être que je voulais déjà en faire, mais en tout cas, j'étais là genre, waouh, c'est trop intelligent, parce que Night Shyamalan, il a dit que à chaque fois qu'il y avait des moments graves, il y avait du rouge à l'écran. Alors c'est le pull rouge, c'est la porte rouge, et franchement, on regarde ça, c'est nul, hein. Enfin, en termes d'histoire du cinéma et de l'analyse du cinéma, c'est vraiment... c'est lourdin, quoi. Enfin, je pense même que je me le suis dit à ce moment-là, mais j'étais quand même fascinée, genre waouh, en fait on peut réfléchir à ce point-là aux images. Et après il montrait son premier court-métrage qu'il avait fait avec un robot. C'est horrible, c'est vraiment super mauvais, quoi. Franchement, pour toutes les personnes qui se sentent complexées de faire du cinéma, regardez les making-of de Night Shyamalan. J'arrive même pas à prononcer Night Shyamalan. Enfin voilà, c'est... Mais ça m'a quand même empêché de dormir pendant des mois. Dans sa carte blanche, Luce Grosjean nous parle d'un film pivot dans sa cinéphilie. Un film lui ayant fait comprendre qu'une autre narration et qu'un autre cinéma sont possibles. Il s'agit du Sans Soleil de Chris Marker, et plus particulièrement de la scène de la cérémonie dédiée aux objets cassés. En fait, on est plongé dans des images fixes, dans des plans de Tokyo, et la voix off explique que il y a des cérémonies qui ont lieu à chaque fois qu'on détruit des immeubles pour les clous qui vont être cassés, pour les pierres qui vont être brisées, et on a vraiment des plans fixes sur Tokyo, avec aussi le fait qu'on attendre toujours au feu rouge pour laisser passer les esprits des voitures qui ne marchent plus. Et on voit des gens qui dansent. C'est vraiment du folklore japonais que je suis incapable de nommer, mais donc on a vraiment une espèce de inadéquation entre ce qu'on voit et ce qu'elle raconte
qui est vraiment, en fait, toute l'espèce de mystique, enfin, ouais, de côté cérémonial de ce que peuvent vivre les Japonais au quotidien et comment, en fait, à ce moment-là, moi, dans la salle de cinéma, adolescente, je me dis, waouh, il y a tout un univers qui est complètement loin de ce que je vis. Et là, j'ai l'impression d'y être et j'ai l'impression de comprendre et j'ai envie d'y être et j'ai envie de faire ce métier-là pour pouvoir le raconter et pour pouvoir transmettre ces émotions-là. Toute la partie au Japon, je pense que c'est la partie la plus... celle que je comprenais le moins parce Chris Marker évoque Hiroshima avec les corps endormis dans les bateaux et en même temps... voilà, des choses qui me donnent envie de voyager et d'être ailleurs. Et ce qui était pour moi vraiment important, c'est presque... Enfin, les images sont assez floues. C'est vraiment enfin, peut-être qu'en plus, la séquence est assez courte, avec des séquences de danse, avec des séquences de rue passantes. Mais c'est ce que moi, je ressens à ce moment-là, dans la salle. Je me dis, waouh, en fait... c'est ça que j'ai envie de transmettre, c'est ça que j'ai envie de vivre. En tout cas, c'est... Voilà, à ce moment-là, je me dis que... une autre forme de cinéma, une autre forme d'histoire est possible. Et ça permet de toucher une forme de réalité que on m'aurait peut-être essayé de me raconter différemment ou dans notre histoire. Là, on me raconte comment les gens vivent. Et ça me passionne à ce moment-là. De te plonger dans un univers que tu ne comprends pas, forcément. Si j'ai bien compris ou non. En fait, je pense que ça me donne des clés de compréhension, mais surtout, ça me permet de toucher quelque chose qui me fascine, qui est, en fait, à ce moment-là, et après, c'est d'autres choses que j'ai creusées ensuite dans ma culture et dans la littérature et dans le cinéma. C'est les grandes différences, ou les petites différences, dans le quotidien autour d'une forme de mysticisme. Ça me passionne. C'était long à dire pour arriver à ça. Et tu disais que c'était un film donc, que tu avais eu au bac. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment tu l'as découvert et quelle place il a encore aujourd'hui dans ta cinéphilie ? Donc, j'ai eu 3 films au bac. J'ai eu L'Aurore de Murnau, L'Homme de la Plaine de John Ford. Et Sans Soleil de Chris Marker. Et je pense que je connais des dialogues par cœur de L'Homme de la Plaine. Sans Soleil, c'est un peu comme Vertigo. Je pense que j'ai dû le revoir une dernière fois à Paris quand je vivais encore ici. Et pour moi, Sans Soleil, c'est le film que j'aurais aimé distribuer. C'est le film qui devient mythique parce que c'est un film presque qui ne devrait pas exister puisqu'il est fait de bout à bout d'images qui en fait n'ont jamais été utilisées ailleurs. Et voilà, il part de cette image de ces enfants suédois qui marchent, qui est pour lui l'image du bonheur. Et quasiment il construit autour tout un roman visuel et il écrit ses fausses lettres et on fait ses allers-retours dans différents moments, dans différentes histoires et ça lui permet de créer une narration qui ne devrait pas exister. Et en même temps, moi, ça me raconte quelque chose que je suis pas sûre de tout à fait comprendre, qui est cette femme qui lit des lettres qu'un homme lui aurait écrites, mais on comprend pas vraiment comment ils étaient liés. Mais en même temps, ça fait me voyager. Enfin, c'est presque... En fait, c'est comme si tout le film avait été raté, mais que dans son ensemble, ça en fait une sorte de chef-d'œuvre. Et ouais, je crois que c'est l'espèce de marge que j'aime. Un chef-d'œuvre accidentel. Et comment tu l'aurais distribué ? Sûrement très mal. Non, je sais pas. Je distribue un film qui s'appelle Archipel de Félix Dufour-Laperrière, qui est pour moi le petit cousin animé de Sans Soleil.
Et donc, j'utilise son soleil pour le vendre. Et en fait, je me dis, mais c'est pas du tout une bonne idée. Non, mais il fait des très belles choses et très en mélange avec la prise de vue réelle. Et pareil, cet esprit un peu étrange où on sait pas très bien devant quelles images on est. Ouais, il fait des allers-retours pareil dans l'espace, dans la narration, dans la fiction. Et en fait, je pense que c'est un cinéma qui intéresse pas beaucoup de monde au sens où il faut accepter dès le début d'être dans un endroit vague. Et en même temps, je pense que cet espace vague, si l'expérience est enveloppante, douce, elle peut être extrêmement agréable. Mais comment forcer les gens à y aller ? Je pense qu'il faut les prendre par accident. En tout cas, être sûr qu'ils soient consentants, hein. Mais de leur dire, bah voilà, en fait, il va pas falloir chercher de réponse. Il va pas falloir chercher forcément une histoire. Il va falloir accepter de se laisser porter quelque part où on n'est pas sûr de où c'est qu'on arrive. Et si ça vous dérange pas de pas avoir de réponse, eh bien vous allez passer un bon moment. Mais le public qui cherche ça, il est pas nombreux, hein. Ou alors il est là, enfin ça peut être tout le monde, mais comme tu dis, par accident. Enfin, on a tous un moment, je pense, dans notre vie où on peut accueillir ça. Mais c'est un accident, donc il faut choper le bon moment, en fait. C'est une bonne remarque. Moi, j'aime bien, quand je fais de la programmation de courts-métrages et que j'associe des films ensemble, j'aime bien le moment où on sait qu'on va mettre un film qui va être un petit peu compliqué. Et juste, on va... Si je continue à filer la métaphore, j'aime bien le moment où on va être un peu ce lubrifiant qui va permettre aux personnes d'accepter de voir quelque chose qui, à la base, ne vont pas aimer. Et ça, c'est mon petit jeu, c'est d'essayer de trouver cette clé-là, quoi. De ouvrir le cœur du spectateur ou de la spectatrice sur l'émotion qui va leur permettre d'apprécier une œuvre. Dans cette partie consacrée à la transmission, Luce évoque le film de Tomek Popakul intitulé Acid Rain qui prouve, si c'était encore nécessaire, que le cinéma d'animation est bien du cinéma et qu'il n'est pas destiné qu'aux enfants. La première fois que j'ai vu un film de Tomek, j'ai détesté. J'ai trouvé ça hideux. J'étais là genre... Ah, y a rien que j'aime dedans. Enfin, c'était vraiment... Mais tout ce que j'avais pas envie de voir à l'écran, quoi. Je trouvais ça... En fait, c'est des personnages en 3D. Et lui, il travaille sa caméra autour comme si on était avec un casque de VR. Donc ça lui permet d'avoir une sorte de caméra portée à l'écran. Et ce premier film, dont j'ai oublié le nom, était en noir et blanc. Et c'était un couple de personnes qui se détestent dans un vaisseau spatial. Et en fait, le monde, la planète Terre explose au loin et ils finissent par coucher ensemble. Et ensuite, Acid Rain est arrivé entre nos mains. Et moi, je vois Tomek Popakul et je me dis, oh là là, non mais l'enfer, quoi. On regarde le film avec ma collègue Laure. Et là, on sait que c'est pas pour nous. Parce que c'est un film qui parle de drogue, de l'univers des rave parties. Et on se dit, 16 minutes, enfin en animation et en court-métrage, c'est très long, peut-être même 18. Et on voit le film et on sait que c'est quelque chose de ouf qu'on vient de voir. Mais on sait que c'est pas pour nous. Parce que... trop intense, quoi. Je vais revenir sur l'histoire. Mais là, à ce moment-là, on le refuse. Et le film a une des plus grandes carrières de cinéma d'animation en format court dans tous les festivals. Parce que c'est juste un excellent film. Et donc moi, je m'amuse souvent à raconter ensuite... ah ouais, je l'ai refusé. Parce que j'aime bien l'idée aussi qu'on n'est pas obligé d'avoir que des bons films. Quand j'ai dit ça à mon associé, Emmanuel Alain, il était un peu genre, t'as refusé Acid Rain. Mais tu savais que c'était un grand film. Ouais, on avait cette certitude-là avec Laure. En tout cas, on avait vécu tellement une expérience particulière, mais je crois qu'on avait juste besoin de joie à ce moment-là. Et donc, en gros, l'histoire, c'est une jeune femme complètement paumée qui suit un gars dans son van et avec qui elle va avoir une histoire d'amour et ils vont aller de
de plans chelous et de rêves partis ensemble, avec beaucoup de drogue, évidemment, dans une espèce de descente comme ça en enfer. Et en plus, on va se rendre compte que la relation n'est pas si claire entre les deux, et c'est sombre à souhait, avec un moment magique de rêve parti, avec une pluie d'acide, parce qu'elle est complètement sous LSD, et c'est extraordinaire. Et donc là, vraiment, la caméra portée, telle qu'il utilise, les couleurs qui sont sombres, enfin, on a toute l'Europe de l'Est qui nous ressort, enfin, l'époque post-soviétique qui nous ressort en pleine gueule, enfin, il y a plein de choses, c'est vraiment très très intense. Et on peut, enfin, en fait, quand j'ai regardé ce film, je me suis rappelé mon adolescence à Aix-en-Provence, où je traînais avec les gars qui zonaient dans les parcs et qui avaient des seringues dans des tubes à leurs oreilles, dans des écarteurs, et on traînait avec leurs chiens, et je trouvais ça trop cool. Et je pense qu'il y a aussi pour ça que je voulais pas distribuer ce film, mais je trouvais ça extraordinaire que cette expérience-là puisse être partout, en fait. Et je pense que c'est aussi pour ça aller sur ce film-là, ça me ramenait à quelque chose qui faisait partie vraiment de mon passé. Et en même temps, voilà, il y avait un truc universel dans ce film, et qui pour moi me ramenait vraiment à ma vie de provinciale, quoi. Et en fait, tout le monde a adoré, quoi. Parce que ça racontait une histoire juste de ouf. Et c'est violent, et c'est intense, et... il y a des scènes où je suis les yeux cachés par mes mains, je grince les dents et tout, mais à chaque fois l'expérience est intense. Et comment on se sent quand on découvre ce film qui est un tel choc, tout en sachant qu'on pourra pas le distribuer? Enfin, il n'y a pas du tout de frustration. Tu te dis, c'est juste pas pour moi et quelqu'un le fera mieux, ou c'est... Pour moi, ouais, c'est genre... en fait, avoir un bon film pour un bon film, ça n'a pas d'intérêt au sens où... Enfin, je pense que c'est important de savoir où on se place dans l'industrie et de savoir qu'est-ce qu'on amène. Par exemple, quelques années plus tard, en fait l'année dernière, je pense que Acid Rain c'est 2019, donc en 2021, nous on signe Bestia, le film qui était nommé aux Oscars de Hugo Corré-Boubias. Et là, il y a un côté ultra intense dans le film, extrêmement violent aussi, mais extrêmement beau. C'est-à-dire que les marionnettes sont presque comme de la céramique. Et là, je sais que ça me tient au niveau de l'esthétique. C'est-à-dire que l'histoire... et on en a parlé pendant 2 semaines avec l'équipe. C'est-à-dire que... on savait qu'on était face à un grand film. Moi, j'étais là, genre, mais peut-être qu'il est misogyne, quand même, ce film. On n'a pas envie d'avoir un personnage aussi violent féminin et tout. Et en même temps, on en parle. Et au bout d'un moment, on se dit, bah non. En fait, si c'est nous qui le faisons, ce qui est bien, c'est que déjà, avec notre approche féministe de la distribution et de la manière dont on en parle, les gens vont pouvoir se confronter à nous. Ou en tout cas, on va pouvoir recevoir aussi ces critiques-là. Par contre, si ça avait été un autre distributeur, il y aurait une forme d'opportunisme qui m'aurait dérangé. Et donc là, j'ai fait un petit décalage en me disant, en fait, je peux dire que ce film me pose des questions sur ce que ça raconte de la féminité, et que je peux dire que ce réalisateur, quand il met en scène ce personnage-là, et c'est discutable. Mais en même temps, c'est aussi parce que j'en ai parlé avec lui avant, et parce qu'on a longuement discuté avec mon équipe, qu'on sait aussi qu'en fait, il est à la bonne place. Et c'est pas par opportunisme, du coup. C'est parce qu'on a vraiment travaillé ces questions-là derrière. Et à Acid Rain, on n'aurait pas été dans cette position-là. On avait une deuxième question, on te demandait si tu avais un film à transmettre aux générations futures, lequel serait-il? Et là, tu nous as parlé du film Souvenir de Bastien Dubois, qui évidemment, qui met la transmission au cœur de son sujet. Oui, Souvenir, le film de Bastien, pour moi, c'est un film sur la mémoire et pas du tout sur la guerre d'Algérie. Et qu'est-ce qu'on transmet à travers les mémoires, et je pense aussi que c'est un film qui pose la question de qu'est-ce que la colonisation nous fait aujourd'hui aussi à nous, personne, en tout cas à moi, personne issue de familles colonisatrices, et comment en fait ces conversations-là ne peuvent pas avoir lieu au sein de nos familles.
Alors, mon histoire personnelle, elle n'est pas du tout liée à la guerre d'Algérie, mais quand j'ai entendu la première fois, quand Bastien m'a parlé de la première fois de cette histoire, ça faisait écho en fait à l'histoire de mon grand-père qui a fait la Seconde Guerre mondiale. Lui, il était hongrois. Et comment, en fait, personne dans ma famille ne sait exactement ce qu'il a fait. Moi, j'ai fait beaucoup de recherches sur en gros, je me suis toujours dit mon grand-père était un connard de nazi. Et en fait, à un moment, j'ai eu besoin d'aller chercher des informations. Et l'espèce de blocage, que ce soit au niveau de ma famille, au niveau des éléments, ou même au niveau de moi, et ben en fait, c'est ce que je retrouve dans cette histoire-là. Et je pense que pouvoir l'expliquer et comprendre qu'est-ce que ça fait au sein de nos familles, c'est vachement précieux et c'est rare. Et je pense que là, on est sur des traumatismes historiques, mais je pense que c'est aussi ce qui se produit sur des traumatismes même autour de la petite histoire familiale. Et voilà, je trouve que, en tout cas, avoir conscience de ça et de le regarder après avoir vu Souvenir, ça permet de comprendre de manière plus générale comment on communique les uns avec les autres et de manière intergénérationnelle. C'est un beau film sur le tabou, en fait, aussi. Et il y a une jolie phrase dans le film, parce qu'à un moment, je crois que lui dit « Enfant, je connaissais pas le mot tabou, mais je sentais que... » Il fallait pas en parler. C'est ça. Donc c'est très intéressant de ce point de vue-là aussi. Pour finir, Luce nous partage 2 refuges a priori diamétralement opposés. D'un côté, la fluidité de The Social Network, et de l'autre, la joie acidulée des Demoiselles de Rochefort. En gros, qu'est-ce que je recherche dans un film ? C'est, en tout cas, dans un besoin de me sentir lovée dans quelque chose qui peut me faire du bien. Les Demoiselles de Rochefort, je pense que je l'ai vu plein de fois au cinéma. Dès qu'il repassait, j'avais beaucoup de plaisir à le redécouvrir. Et c'est beau, c'est chantant, c'est ultra rassurant. Tu connais toutes les chansons par cœur. Donc, il y a un truc... tout est pastel... tout est joyeux, même si ça l'est pas tant que ça, mais c'est cruel, mais ça reste beau. Et voilà, et je pense que j'ai aussi beaucoup partagé ça avec mes copines. Et ça me fait du bien. C'est juste un film qui me fait beaucoup de bien, et que beaucoup de personnes trouvent insupportable. Et je pense que c'est extraordinaire de voir à quel point on peut passer à côté de ce film juste par rapport à l'expérience qu'on peut avoir. Surtout les hommes détestent ce film. Ou les personnes juste qui n'aiment pas les comédies musicales, mais ça se travaille aussi. Par contre, Social Network, en fait, c'est assez précis comme raison. C'est un film que je trouve extrêmement maîtrisé. J'adore les dialogues. En fait, quand tu rentres dans le film... Bah, tu rentres là-dedans direct. Ouais, on est dedans. Et en fait, ça parle de Facebook, qui est quand même un truc extrêmement aussi englobant, et qui... fait partie de mon quotidien. Et je ne sais pas... en fait, j'ai juste beaucoup de plaisir à regarder le film. Et je me souviens d'un jour en avion où j'ai jamais eu autant de turbulences de toute ma vie. Je crois que si on était entre... c'était il y a longtemps. Entre la Nouvelle-Zélande et la Malaisie, avec un de mes meilleurs potes. Et franchement, j'ai vraiment flippé comme jamais dans un avion. Et là, je regarde les films et je me dis... Il faut un truc ultra rassurant où je sais qu'il va rien se passer de mal, où je sais où je vais. Et j'ai donc revu pour la 3e ou 4e fois Social Network. Et je crois même que je l'ai remis au début après. Parce que vraiment, ça bougeait trop. Et je flippais. C'est vrai que c'est un film d'une grande fluidité, en fait, d'une très très grande précision. C'est peut-être ça aussi qui est un petit peu rassurant. Oui, je crois qu'il y a aussi le côté vraiment... comment dire... en fait... On sait où on va parce qu'on connaît l'histoire. Il y a un endroit où t'avances, quoi. Et tu es là et c'est le monde d'aujourd'hui. En même temps, c'est pas très dangereux. Et en même temps, c'est totalement fascinant. Il y a un truc un peu excitant. Le côté Startup Nation où on est là, genre, waouh. C'est une sorte de Gatsby le magnifique. En même temps, la chute, elle est
pas vraiment là, mais en même temps, on voit bien que c'est le mal quand même. Hein. On en est conscient et consciente, mais... C'est Gatsby le Magnifique avec un peu un loser, quand même. Enfin, un c'est geek, c'est l'arrivée au sommet des geeks, quoi. C'est quand même Mark Zuckerberg. Et en même temps, c'est aussi une espèce de revanche sur toutes les générations de personnes geeks dont moi j'ai l'impression d'avoir fait partie aussi hein, pendant toute mon adolescence et tout ça. Et je sais pas, peut-être que c'est pour ça aussi que c'est rassurant. C'est que tout le monde a sa place. Même si Mark Zuckerberg, on aurait peut-être préféré qu'il fasse pas Facebook, peut-être. Je sais pas, je crois que ça nous pendait au nez quand même la révolution et l'apogée des geeks. Et ouais, moi c'est ça, c'est aussi de ma sensation du collège où toutes ces personnes qui se faisaient maltraiter à ce moment-là, aujourd'hui potentiellement c'est ceux qui gagnent plein d'argent. Et sur ces doux mots, on va te remercier beaucoup et on va en profiter pour remercier aussi Nolwenn Thivaud de nous avoir mis en contact et Elodie Imbeau comme toujours qui nous permet d'enregistrer dans la Cinémathèque et enfin Gabriel Régnier qui nous fait sa superbe musique. Merci beaucoup. À la prochaine.